C'est que, avant que vous arriviez, je vous ai présenté comme un illustre inconnu chez nous, c'est-à-dire ce n'est que votre deuxième film qui est distribué en France, alors que vous avez une filmographie plus longue que parfois certains vétérans. Sur les 10 dernières années, vous avez tourné 9 films. Et ce film-là est l'aboutissement de ces 10 dernières années. Vous avez un casting de stars, vous revenez à la pellicule, et c'est un film voilà, qui... Le chemin des salles. À quoi ressemblait votre parcours ces 10 dernières années? Comment est-ce que... Ah, on vous entend plus. Donc, à quoi ressemblait ce parcours? Comment vous pouvez tenir ce rythme intenable de rythme de tournage, un film par an, et évidemment, d'où est venue l'envie, l'idée de ce film? So basically, how's it making a film here? I heard nothing else. It's only a second film that's released here in France. Released here, and then So could you take us on the journey on like how the beginning of this movie the too. beginning of this film and how are you so productive? How do you make films so fast? And I used to be productive before COVID, and then I realized I got exhausted. I was making a film or 2 films a year, and I just got worn out because I was either traveling for a film festival or to present a film at a theater, and then I was making a film, and then I was not making money. I was trying to make money teaching and doing other things. So I realized I have to make money making the movies. So I sat down and tried to write a script, and that took a bit of time, and then COVID hit. And so when COVID hit, there was this opportunity to develop some scripts because production companies couldn't really produce stuff, so people were paying for movies. And then this producer, Adam Kirsch, who manages Sean Baker and Ira Sachs and Tyler Jeremina, is like this manager and producer now. He used to be my publicist for a bunch of my movies, and I had expressed to him at one point, is this okay? You can, okay, cool. I had expressed to him at one point that while I was shooting a documentary about my mother, that I discovered she was going to get her bat mitzvah. And this shocked me because my mother grew up in like the socialist household and was, culturally Jewish but not religious at all. And I never went to temple. She made fun of my father for going to temple and being bar mitzvahed, so I never really would suspect that she would end up at temple on her, like in a bar mitzvah class. And I relayed this to Adam, and he said, there's a movie there. And you should do a riff on Harold and Maude where you basically have the Ruth Gordon character, this type, like this older woman who wants her bat mitzvah, and the Harold type being this like younger rabbi or cantor. And so he suggested that, like, I don't know, it's 6 years ago, I think. And then I thought it was a dumb idea at the time. During COVID, he came back to me and he's like, you gotta make this. I found money for you to write this. And thus began, this is the germ of this movie, I guess. Oui, alors c'est vrai qu'avant le Covid, j'étais très productif, et puis le Covid m'a fait réaliser à quel point j'étais fatigué. En fait, j'étais épuisé de passer mon temps à aller en festival, présenter mes films, écrire les films, les tourner, les financer, et j'étais tellement fauché à force de faire ce circuit-là que je donnais aussi des cours pour gagner ma vie. Et puis pendant le Covid, puisque justement il n'y avait plus aucun... Actually, Emile was my roommate at the time when I was teaching, and he covered some of my classes for me when I was traveling. Yeah. Ouais, donc c'est assez anecdotique, mais on était colocataires et je l'ai remplacé sur certains des cours qu'il donnait quand il partait faire des tournages. Voilà, pour la petite histoire. Voilà, c'est promis, on vous jure que c'est vrai. Mais donc du coup, pendant le Covid, vu qu'il n'y avait eu aucun tournage, les sociétés de production investissaient davantage dans l'écriture. Et donc je dois l'idée de ce film à Adam Kirsch, qui est non seulement producteur, mais qui est aussi le manager de cinéastes indépendants comme Ira Sachs, Sean Baker ou Tyler Jeremina, et qui à l'époque s'occupait de mes relations publiques sur mes films. Et je lui ai dit que j'étais en train de faire un documentaire sur ma mère, et j'ai appris qu'elle était en train de préparer sa propre bat mitzvah à un âge assez avancé, et ce qui m'a beaucoup étonné parce qu'elle a grandi avec des parents socialistes qui rejetaient un peu l'idée de religion. Elle se moquait même de mon père quand il allait à la synagogue. Et donc voilà, j'en parle à Adam Kirsch, qui me dit « mais c'est une idée géniale, il faut que tu écrives une variation sur Harold et Maude ».
on aurait comme ça le personnage donc, de Maud, qui joue par Ruth Gordon, qui serait une femme d'âge mûr, qui prépare sa bat mitzvah et qui tomberait amoureux de ton Harold, donc qui pourrait être un rabbin ou un chantre. Il a lancé l'idée que j'ai trouvée assez stupide sur le moment, et puis pendant le Covid, il m'a relancé, il m'a dit on pourrait financer l'écriture, et ainsi est né le film. It all started with the need for money to pay rent. Il faut payer le loyer. Donc. C'est comme ça. And then you find the inspiration afterwards. Mais alors, en parlant d'inspiration, vous avez tout de suite pensé à Jason, visiblement. Yes. Et du coup, c'est aussi une question pour Jason. C'est comment est-ce que ce projet vous est arrivé dessus. Il semblerait qu'il y ait eu l'intervention mystérieuse de Damien Bonnard. Voilà, notre acteur national. On a dû couper, je pense, le générique avant la fin, mais il est dans les remerciements. On a besoin de savoir quel est le rôle de Damien Bonnard dans ce petit miracle. So, how did you get involved? Because it's thanks to our national Yes. hero, Damien Bonnard. Okay, good. It's pretty- Thanks. I'm glad he's a national hero. And just say one thing, because you were like, obviously after the inspiration hit, I had this, I wanted to cast this guy. And I think it all became a movie once my co-writer Chris and I realized that the main character would be Jason, even though we didn't know him. We wrote it for him. So your national hero. I had come to know him. We spent a few months together in Spain working, and I came to really just, I loved him, and his taste in movies and art and music and everything he was just enthusiastic about always seemed to be something really exceptional, and he was so passionate about everything that he loved. When we finished making the movie, I went back to America, and he wrote me an email and said, there's a American director I've worked with named Nathan Silver who has an idea for a movie, and I think, can I give him your email address, and can I put you two in touch, because I think that you really will get along, and I'll let him sort of explain the way he wants to make the movie, but I've worked with him, and it's so wonderful and gratifying, and you really should not miss this opportunity to work with this person. So that's how, and so coming from him, I was like, okay, well then, absolutely, please put me, if you think this highly of someone, then I take that seriously. And he was right. So yeah, that's how we met. Luckily for him, because now you trust him in all things restaurants. Now I trust him with everything, yeah. Yeah, I always say, like, if it didn't work out with Nathan, then if he's like, we should go to this restaurant, I'm like, I don't think so. Remember when you recommended the director? No, we go to this restaurant. No need to translate. Nathan disait, oui, effectivement, l'inspiration a fini par arriver, et donc avec Chris, mon co-scénariste, on a choisi effectivement de travailler avec Jason sans le connaître, et on a pensé à lui en écrivant le film. Et donc ensuite Jason racontait sa rencontre avec Damien Bonnard, donc il a passé plusieurs mois en Espagne, je pense sur le tournage d'un film qui commence par Astéroïde et qui finit par City. Voilà, et en fait il a un goût pour le cinéma qui est vraiment exquis, il a une vraie passion, et après le tournage je suis retourné aux États-Unis et j'ai reçu un mail de Damien qui me disait j'ai travaillé avec ce réalisateur qui s'appelle Nathan Silver. Je crois qu'il a une idée de film qu'il voudrait te proposer. Est-ce que je peux vous mettre en contact? Je pense que vous allez bien vous entendre. Tu vas voir, il va t'expliquer le projet qu'il a en tête. Et en fait, la façon dont Damien disait, il a dit c'est vraiment génial et très payant de travailler avec quelqu'un comme Damien. Et c'est une occasion que tu ne devrais pas rater. Et venant de lui, voilà, je me suis dit, vu que c'est quelqu'un qui a extrêmement bon goût, je vais le prendre au sérieux. Et il faut dire que heureusement pour lui, il ne s'est pas loupé, parce que sinon j'aurais perdu toute confiance envers lui. Voilà, s'il dit on va à tel restaurant, je lui ai dit tu te souviens cette fois où tu m'as présenté ce réalisateur, on va peut-être plutôt aller à tel autre restaurant. Et aussi, ce qui fait la particularité de votre film, c'est qu'il est très contemporain, et en même temps, on a l'impression de voir un film d'une autre époque, presque, c'est-à-dire dans la facture de l'image, avec votre retour au 16 mm, enfin la pellicule, avec votre chef opérateur Sean Price Williams. On a l'impression, de revoir un certain cinéma américain des années 70, et vous-même, voilà, vous avez parlé d'Harold et Maud.
mais j'ai vu quelque part que vous disiez que vous étiez surtout avant le tournage inspiré en regardant des films soviétiques des années 70. Là, il faut nous expliquer. Lesquels et qu'est-ce que tu en avais retiré? All right, so basically, once Chris and I had this script, because we don't write full scripts. It's okay, whatever. Life cuts out. We have this 40-page document that we send to the actors, and then we develop the characters with the actors before the shoot, and then we provide them with pages. So once we had this document, this initial document, I knew what the movie was, and I knew what I wanted it to feel like, and I knew that Carla's character should be the feeling of the movie, which is analog, which is 16 millimeter, which is warm and inviting, unlike HD, which is flat and the death of us. And so I wanted it, I've shot on HD a ton, I don't mind it, I was like, I don't want to shoot, so I wanted it to welcome us in. And so I started thinking about these Soviet films from the 70s by like Larissa Shepitko and Kira Martova, like getting to know the big wide world was key for me. And it's a very beautifully warm film, but it's a very desolate landscape. And I was like, how do you achieve that? And that's Carla's spirit. The movie has to feel like Carla. She's analog. She's bringing life back to Ben. So it had to kind of achieve that effect. It had to have life to it. It had to bring that life back to it. So we ended up shooting on 16 millimeter and we pushed it 2 stops and we got this kind of look that approximated the look of Getting to Know the Big Wide World. Oui, donc effectivement, pour moi, c'est le personnage de Carla qui définit vraiment l'esthétique du film, c'est-à-dire c'est un personnage qu'on pourrait qualifier d'argentique, c'est pour ça qu'on a choisi le 16 mm, c'est quelqu'un qui apporte une vraie chaleur, là où je pense que la haute définition, le numérique a quelque chose de plat qui nous amène à la mort d'une certaine manière. J'ai rien contre le numérique, j'ai tourné tous mes films précédents en HD, mais il fallait que le film ait quelque chose d'accueillant comme le personnage, donc j'ai regardé justement des films de Rachel Pico, de Muratova, qui filment des paysages extrêmement déprimants, et pourtant l'image a quelque chose d'intrinsèquement chaleureux. Et je pense que ça, c'est vraiment l'esprit de Carla dans sa manière dont elle va réinsuffler de la vie chez Ben. Donc on a tourné en 16 mm, une pellicule qu'on a poussée de 2 crans d'arrêt, justement pour essayer de retrouver un petit peu cette chaleur qu'on aimait dans les films soviétiques. Et alors, ce serait peut-être une question pour Jason. On vous redécouvre presque dans ce film. Alors, on vous a jamais perdu de vue. Vous tournez tous les ans, on vous voit à peu près tous les ans dans les salles françaises. Et là, soudain, on vous voit sous un autre angle. Vous êtes vieilli, vous grossissez. Et il y a une tristesse qu'on a déjà pu ressentir, notamment dans à peu près tous les films que vous avez fait avec Wes Anderson. Et donc vous êtes à la fois le même, pas tout à fait un autre. Comment est-ce que vous avez abordé ce rôle? Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était peut-être un rôle pivot dans votre carrière? C'est peut-être un peu tôt pour le savoir, mais voilà. Comment vous avez abordé ce rôle? Comment on se met dans la peau de ce personnage assez extraordinaire? It feels like we're rediscovering him in this film because suddenly we see new faces of you in this film. You look a little older in this film. There's more sadness, more melancholy. Did you feel like this was a shift? Yes. How did you tackle the character? Well, yeah, that's a good question. It was just, I think I don't know really ultimately, but I think Nathan, the biggest thing that Nathan, well, first of all, we had almost 1.5 years of just working on it, on the phone and talking about it, and he was so amazing, and we would have these conversations which would start off about the movie, and then they would Jacques Cousteau. yeah, they could become everything, and somehow I feel like even though some of that's not in the movie, I feel like it is, and I feel sort of spoiled, like if I ever work with other directors, they just give you a script. Well, this is so much more, But to answer your question, I think that one of the things that Nathan did that was so hard, and what was really fun was, and this is not going to answer the question, but he really insisted that this character be really everything's slower, like his feet are heavy,
he's just a heavy, like everything's just like he's stuck. He takes a long time to answer questions. He doesn't move quickly. So that later when he does start to move quickly and like jog or, just that you could almost track how he was feeling just based on like his tempo. And it's very unusual, like most directors say faster, faster, faster. I've never worked with a director who said like, do it twice as slow. As I just think like, you get in that mindset of like working, like preparing for it for a while, and just like your whole world just can't help but slow down. And I didn't do anything active. I didn't see the sun. It was just, just became a slow time together, but wonderful. But you know what I mean? Like it just happened. I think he like did a good job of like taking like if this was like a recording thing, like he took the global beats per minute and like slowed the whole track down to like very slow. And when you slow something down, it changes like the whole feeling of everything. It's like a kind of sludge. Sorry. Donc c'est vrai que ici on a quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'on a vraiment travaillé ensemble avec Nathan pour développer le rôle. On a passé 1 an et demi quand même à discuter, à s'appeler, et puis au début on commençait à parler du film, et puis on en venait à parler de Cousteau, de tout et n'importe quoi, et je pense que même si c'était pas directement sur le film, ça a imprégné le film qu'on a fait ensemble, et je pense avoir été vraiment gâté sur ce projet-là, c'est-à-dire que d'habitude les réalisateurs me tendent un scénario et puis on doit s'y mettre, mais ici ça a été un processus qui était beaucoup plus riche. Et c'était, je pense, à la fois dur et amusant d'inventer ce rôle qui est particulièrement lent en fait. C'est-à-dire que sa démarche très pesante. On a la sensation d'un personnage qui est coincé dans sa manière même de répondre. Tout doit être plus lent. Et puis quand à la fin du film il se met à courir, on peut voir son évolution, ne serait-ce que par le tempo du personnage qui a évolué. Et ça, c'était très atypique pour moi, parce que d'habitude, les réalisateurs sur le plateau nous disent toujours aux acteurs d'aller plus vite, et ici, il fallait aller 2 fois plus lentement. Et ça m'a aidé vraiment à trouver l'état d'esprit du personnage, à me glisser dans la peau de ce personnage. Et tout chez moi était au ralenti à ce moment-là. J'étais dans un monde sombre où le temps passait lentement. Et c'était comme si Nathan avait pris un enregistrement et avait ralenti les battements par minute. Et ça, je pense que ça change fondamentalement le ressenti des scènes. Et sur cette question de rythme, d'ailleurs, Nathan, c'est un de vos films les plus musicaux, alors que quand on voit justement vos premiers films, sûrement par manque de moyens ou par choix, il y avait parfois pas du tout de musique. Comment est-ce que vous avez travaillé cette partie-là, cet aspect-là du film, où encore une fois, la musique, le chant a une importance fondamentale. C'est aussi un film fascinant sur les voix des acteurs, des actrices. Sur le son, ce travail du son, il est assez remarquable, quoi. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? So you're saying like how it became like a musical film, where my earlier films didn't have that much music. From the beginning, because Harold and Maude was brought up early on, we knew we wanted like there to be a soundtrack, so we knew there was going to be there were songs written into the script meant even, and it was about a cantor who sings. And then we ended up finding out that Carla was his music teacher. We always knew she was going to be a singer in the script, but we only discovered that they had known each other while talking to Jason and Carol. So like music was at the core of the movie, and so it had to have music throughout. It just didn't work. And we started editing, and my editor said, "Where's the music?" Because we were relying on one musician to deliver the soundtrack, and it didn't work out. And so we had to improvise, and the editor, his friend, supplied a lot of the songs, and then our music supervisor supplemented them, but like we just kept getting sent songs, and they felt right, and then it was like, this is what Ben probably listened to when he was a child. So, I don't know, it just filled up the soundtrack, and then it made sense. And the last song is actually by this singer who's her great uncle is like a famed cantor, who was a famed cantor, and so it just made sense, and it's in the present. All the other stuff is from like the 70s, so like now that they're entering the present,
kind of like we're letting go of them, it felt right to end with something contemporary. Joanna Sternberg. Joanna Sternberg. We love her. Oh, good. She's known. They're known in France. Yeah. Oh, fantastic. Well, I love Joanna Sternberg. Donc, dès le départ, c'est vrai qu'on savait dans le scénario que la musique aurait une grande importance, et je pense que ça s'est débloqué quand on a écrit le fait que Carla était professeure de musique et avait été la professeure de musique de Ben, et l'importance du chant s'est encore plus développée au contact de Jason et de... It's kind of like his voice in the movie, huh? Yeah. It's on purpose. No. Oh, we can improvise as well. It's like the movie, huh? We're actually filming this right now. Welcome to my movie. You signed away your rights. Mais en fait, donc dès le départ, on a encore plus étoffé cette partie de chant au contact de Jason et de Carol. Et on avait une musique, il y avait une seule source de musique. Et puis, donc, on a commencé à improviser en ajoutant des musiques. Un ami du monteur nous a envoyé pas mal de propositions. On a travaillé ensuite avec un superviseur musical qui nous a envoyé beaucoup plus de choses. Et ça a vraiment marché. Je pense que c'était surtout des musiques que Ben aurait pu entendre dans son enfance. Et il y avait quelque chose de logique pour nous. Et le dernier morceau, donc de Joanna Sternberg, pour le coup, c'était un morceau contemporain, mais son grand-oncle était un chantre assez célèbre. Et pour nous, c'était un moment de transition musicale important parce qu'on a eu jusque-là que des morceaux des années 70. Et à la fin, quand les personnages entrent dans le présent, on a un morceau contemporain. Alors. And David Berman. And David Berman. And David Berman. Yes, and David Berman was huge for basically inspiring Ben's character from Silver Jews, and that was the first thing we talked about when we met. Yeah. Et aussi, donc, David Berman de Silver Jews a aussi été une source d'inspiration extrêmement importante et ça a été une de nos premières références dès qu'on a commencé à parler du projet. Alors, c'est le moment où ça ne marche pas, c'est le moment où on se préparait à vous proposer de poser les questions. Donc il va falloir porter la voix et on vous voit pas. Hello? Allez-y, n'ayez pas peur. La première question est toujours la plus difficile à poser, donc on peut passer directement à la deuxième. You can't see you either, so it's fine. Le choix des chansons en hébreu pendant tout le film, et finalement le choix également pour la fin du film des chansons en anglais plus contemporaines, ça c'était une démarche que vous aviez choisie ou que... Oui, yes, during the edit, it was this idea of going from something that we can't quite understand to something that we can, because they entered into something that they understand better. But I mean, it's subconscious, right? Music works on you in this way where you don't even know what you're listening to most of the time. Oui, ça c'était effectivement une idée qu'on a eu au montage, c'est-à-dire aller d'une langue que les gens ne comprennent pas forcément à, au fur et à mesure, une langue qui devient intelligible. Et je pense que ça épouse l'évolution des personnages. And they're also singing. They're singing in Hebrew at the end, and I thought it would be interesting for it to have English. Mais c'est aussi lié donc au fait qu'il y a des moments de chant en hébreu à la fin, et donc c'était intéressant de juxtaposer ça à des moments en anglais. Mais la musique, je pense qu'elle agit à un niveau assez inconscient chez nous. Souvent on entend de la musique, mais on ne fait pas attention au sens des mots. Merci. Timing. Yeah. Charles. Allez. Bonsoir et merci pour ce film très, très touchant. Moi je voulais vous remercier aussi parce que j'adore beaucoup Carol Kane et la voir sur l'écran. Elle a une filmographie qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Moi je l'ai découverte avec The Mafo Cage et c'est une comédienne absolument merveilleuse. Donc la voir dans ce film c'était un grand bonheur. Un des grands bonheurs du film, il y en a d'autres, mais merci. Oh, well, merci. Do you want to try calling her? Huh? Do you want to try calling her? I don't have my phone on. I have mine. You can text her. Maybe give her a Yeah, there's one bar in here. She wishes she could be here, Carol Kane. You can text her. Well, I'll let her know. She's so bummed to miss this because her mother actually, the character is slightly based on her mother, who's a music teacher, a pianist, and she moved to France, to Paris, when she was in her 50s, and she decided to teach music here. So it's a very meaningful place for her. Ah non, le micro il se balade. Ok. Merci.
Donc la question était de savoir si on appelle Carol Kane, mais on n'a qu'une seule barre de réseau dans la salle. Donc, mais je pense qu'elle aurait adoré être ici. Et en fait, le personnage fait étrangement écho à la propre mère de Carol Kane, qui était professeure de piano et qui, passé la cinquantaine, s'est installée à Paris pour enseigner ici. Donc c'est une ville qui a toujours eu une importance particulière pour Carol Kane. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Et rien que ce quoi de sa mère aussi. C'est une question pour Monsieur Schwartzman. En voyant le film, j'ai beaucoup de mal à ne pas penser à Bottle Rocket, de revenir sur un perso avec sa relation d'amour avec une prof et cette différence d'âge. J'aimerais, si vous pouvez parler un peu de qu'est-ce que c'était peut-être pour vous de revenir vers un personnage, genre un autre point de vue, avec un autre contexte, et beaucoup d'années plus tard, mais avec un point commun peut-être. Merci. Music connection with Rushmore. Yeah. Like that's two age gap relationships. Yeah, no, yes, yeah. I didn't think about it when we were making it, because I don't know. I was just thinking about this, and then, but it was actually, I'm so silly, but in Los Angeles, they had a screening of Rushmore and this movie on the same night in the theater. The wrong film, sorry. Oh, it's okay. I say the right thing. And I was at the thing, and I was there, and it was only at that time that I thought, oh my gosh, these movies are the most recent movie I've done and the first movie I've done, and I haven't really gone very far. You just got more depressed over time. Still trying to figure out the same thing. And so yeah, but I think in many ways too, like even though there's this idea of being, this age gap type thing, I think also the more I thought about it though is that they are also connected because those characters are really both really in mourning and have like a lot of grief about like the loss, Max with his mother and here with his wife. And so I noticed that was like another connection, is like this idea of these characters who are sort of like stuck and in mourning, and then kind of helping to have like a love to help thaw out the moment that they're stuck in. If that makes sense. Sorry. C'est vrai que ça, c'est une chose à laquelle j'ai pas forcément pensé au tournage, mais parce que j'avais trop le nez dans notre propre film. Mais étonnamment, à Los Angeles, le même soir, coup sur coup, il y a eu une projection de Rushmore et donc de notre film. Et c'est là que j'ai eu le déclic, effectivement, de me dire que c'était très frappant, très saisissant que le premier film que j'ai tourné dans ma carrière et le dernier en date ait autant d'échos, autant de points communs. J'ai eu l'impression de ne pas avoir beaucoup évolué, comme si j'avais été coincé dans le même rôle. Parce qu'il y a beaucoup de points communs, l'écart d'âge dans la relation, mais aussi deux personnages qui sont empêtrés dans le deuil, dans le chagrin de la perte. Pour Max, c'est sa mère, pour Ben, c'est sa femme. Et donc c'était un autre lien qui me semblait extrêmement intéressant. Et les deux personnages voient l'amour comme l'échappatoire qui va les sauver de ce chagrin. Also, I remember when we were making this movie, I had made another movie that hadn't come out, and called Asteroid City, and in that movie I'm a widower, and he saw the preview for it while we were making the movie, and he's like, "You're a widower in that movie too?" I can't. Your response was incredible, though. You're like, what can I be? I'm like either married, I'm single, I have a girlfriend, or a dead wife. Yeah, it's not like, it's like when if you're a non-widower, it's not like people are like, you're playing a husband again. But it was funny. But I liked it. You got to play 2 in a row. Yeah. Il y a aussi un truc, c'est que sur le tournage, il y a eu la sortie de la bande-annonce d'un autre film dans lequel j'avais tourné avant, mais qui n'était pas encore sorti à l'époque, qui était Asteroid City, dans lequel je jouais déjà un veuf. Et Nathan a vu la bande-annonce et il a dit, mais encore une fois, tu joues un veuf. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a que 4 états possibles. C'est soit je joue des hommes mariés, soit des hommes célibataires, soit des hommes en couple, soit des veufs.
Et puis c'est pas comme si, voilà, si je joue 2 rôles d'homme marié de suite, les gens vont me dire, ah là là, il joue encore un rôle d'homme marié. Donc voilà, je trouvais que c'était assez drôle de cette coïncidence. Alors, on me fait signe que voilà, on arrive peut-être à la dernière question. Moi, j'aimerais peut-être vous amener sur quelque chose qui me frappe dans ce film, évidemment, mais qui suit toute votre filmographie. C'est que vous racontez très souvent, presque tout le temps, l'histoire de personnes en détresse qui cherchent absolument une communauté, un refuge, en fait. Il y a ça aussi dans Uncertain Terms, Soft Head, etc. Enfin, il y a ce truc très consolant presque de votre cinéma où vous filmez des gens qui cherchent à se rapprocher les uns des autres pour s'apporter de la chaleur, s'apporter de la vie. D'où ça vient cette presque obsession, peut-être? I think it comes from me and feeling like I want to fit in somehow. I mean, I think that the problem with what I've found, the place I fit in, it's on movie sets, but they're ephemeral. So I want to make a movie very often so I can feel like I fit in again. Je pense que ce thème vient de moi, en fait, c'est intrinsèquement lié à qui je suis. Je me sens bien sur les plateaux, et le truc des plateaux, c'est que c'est éphémère, donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi je tourne autant. C'est un joli mot de la fin, peut-être. Voilà. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier. Et, Thank you so much for coming. Thank you so much, you guys. Thank you. Those are great questions. You did it. Those are great. Thank you. Et le film sort en salle donc la semaine prochaine, le 23 octobre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à tous d'avoir été là. Encore bravo. See you guys later. So anyway, the next movie we'd like to show tonight. No. Il y a un rappel.